Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, pour ceux qui veulent l'apprendre ou qui ne le savent pas encore, on est un endroit qui informe, qui rassemble et qui inspire les gestionnaires d'OBNL à travers le Québec, à travers tous les différents secteurs. Aujourd'hui, le contenu vidéo que je vous propose, la raison pourquoi je fais une introduction, c'est pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez voir. On va vous présenter un résumé de notre premier coaching de groupe qu'on a fait dernièrement sur le thème du financement. Un coaching de groupe, c'est une activité qu'on fait qui est assez nouvelle, qui se veut un mélange de formats à l'intérieur d'une activité de 3 heures. Donc, dans l'activité de 3 heures, il y a 2 personnes qui sont là à titre de ressources, moi puis normalement un expert du sujet qui est donné. Et à l'intérieur de cette période de 3 heures-là, les gens arrivent avec leurs différentes problématiques et leurs différentes questions face au thème. Là, vous allez voir, on va parler de financement dans la vidéo, vous allez constater. L'objectif aussi, c'est de vous permettre d'avoir une place où vous pouvez venir parler des différents enjeux que vous avez dans vos organisations sans nécessairement être obligé d'attendre de pouvoir poser des questions comme on aurait dans une formation traditionnelle. Vous avez aussi un grand élément de co-développement puis de développement collectif dans une activité de ce genre-là aussi. C'est très intéressant. Donc, il y a des échanges de vécus qui se font, il y a différents partages qu'on finit par avoir des gens autour de la table. C'est très enrichissant et très, très, très valorisant pour les différentes personnes qui participent au coaching de groupe. J'espère que vous allez apprécier. On reste disponible si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce type d'activité. Il va y en avoir des nouveaux qui vont être publiés dans les prochains mois, puis c'est une activité qu'on va mettre en place de manière régulière sur des thèmes particuliers. Bon visionnement et bonne journée. Fait que l'objectif, c'est plus d'installer une dynamique, de démontrer aussi le type d'interaction. Puis ce que je suis curieux aussi de vous entendre, c'est de partager entre vous autres aussi. Parce que dans ce type de groupe-là, puis même dans les formations que je donne habituellement, il y a une partie du contenu qui vient des vécus de tout le monde. Peut-être que tu as vécu la même situation qu'elle a vit actuellement, mais tu as trouvé une solution et inversement. Fait que le partage, la contribution sont fortement encouragés. Certains d'entre vous avaient vu cette image-là se promener, qui est un peu la réalité des gestionnaires d'OBNL, principalement ceux qui sont en direction générale. Puis les sujets dont on va parler aujourd'hui regroupent principalement 3 dynamiques, mais quand je vous écoute, on va en rajouter une 4e, qui est la petite boîte bleue à gauche, qui s'appelle les relations gouvernementales aussi. Parce que l'écosystème, tu sais, il n'y a personne qui nous forme à comment parler à un député puis comment s'arranger à être dans son agenda, là. On va en reparler tantôt. Mais je pense que c'est ce que je veux illustrer à l'intérieur de ça, c'est la complexité du volet financement d'une organisation comme celle que vous... tu dis oui? Oui, un petit peu qui manque de communication. Ben, la case est là. Excuse-moi. La communication en haut à droite. Ça rentre, surtout quand si on parle un peu de commandite aujourd'hui, ça rentre dans la ligne de compte. Très souvent, c'est mis de côté, surtout par les conseils d'administration. Je pense que en guise de début, là, si on se dit, écoute, on commence vraiment notre contenu aujourd'hui, je vais vous présenter ce modèle-là. C'est le processus de commercialisation en OBNL. Ce processus-là, je l'ai vulgarisé à travers certains contenus pour être capable de bien comprendre les 3 fonctions qui amènent la création de valeur et la création de revenus. Et très souvent, les organisations sont fortes dans la colonne du milieu, mais moins fortes dans la colonne de gauche, puis moins fortes dans la colonne de droite. OK? Et dans bien des cas, la colonne de gauche est très souvent oubliée au niveau de la conception, au niveau des données sur votre clientèle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme données sur vos clientèles, mais dans bien des cas, je vois peu d'analyse quand on lance un nouveau projet entre la clientèle puis le projet aussi, puis on pourra en regarder. J'ai brossé 10 thèmes qu'on pourra regarder. Je ne sais pas si vous aviez principalement une question que vous aviez quand vous êtes inscrit, puis quelle était-elle? On peut peut-être commencer avec ça, voir si vous aviez des questions précises qu'on va pouvoir aborder, puis on va passer à travers les thèmes au fur et à mesure qu'on va
avancer. Je te sens que tu as Je pense qu'elle a... Peu importe. Là, c'est pas une question précise, mais est-ce qu'on va adresser dans le fond les différentes structures comme BNL versus économie sociale, organisme de charité? On pourrait, oui. Ça serait OK. Il y a 3 types de compagnies dans la loi. Il y a la compagnie privée. Là-dedans, il y a des ramifications. Là. Les sociétés en nom collectif, les commandites, les sociétés en commandite, les Inc., les enregistrés. Tu as les compagnies privées, tu as les OBNL, les organismes lucratifs, et tu as les coops. Ça, c'est les 3 modèles d'affaires au Québec. Dans les coops et les OBNL, tu as ceux qui font de l'action communautaire, tu as ceux qui font de l'économie sociale, et tu as les autres. Ce qui différencie les 3. L'action communautaire, en général, la majorité du financement, à pas loin de 80% et plus, est relié à du financement public ou philanthropique. OK? Les organismes communautaires ont très peu de vocation marchande. C'est pas tout le cas, mais en général. Après ça, tu arrives dans l'écosystème de l'économie sociale. L'écosystème de l'économie sociale, dans la mission, il y a une vocation marchande et il y a une volonté de vendre des services pour financer le restant de la mission. Mais ça peut être un paquet d'organisations. Tu fais partie du principe de l'économie sociale à partir du moment où tu as des revenus autogénérés qui sont inscrits dans ton ADN puis dans ta mission. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que l'économie sociale, t'en as qui sont à l'état pur. Puis comme certains, tu sais, comme les coops qui sont des micro-brasseries, sont considérés littéralement dans l'économie sociale. Renaissance, qui est en bas, rentre dans cette fonction-là aussi, vraiment à l'extrême. Puis donc, l'économie sociale, ça s'adresse, c'est très large. La majorité des festivals sont en économie sociale, même s'ils ne sont pas nécessairement conscients qu'ils sont dans le processus. Et, si vous ne le savez pas, il y a tout un écosystème de services et il y a un comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire qui a un paquet d'outils aussi à partir du moment où on se qualifie pour être membre de son pôle d'économie sociale locale. Puis encore là, les pôles n'ont pas tous le même nom, mais n'ont pas tous la même façon d'évaluer si on est éligible ou pas. Je sais pas si ça brosse. Ça veut dire qu'on peut en faire de l'économie sociale, mais j'avais entendu qu'à un certain niveau, tu risquais de perdre ton précepte. Tu sais, si t'en fais trop. Mais ça, je sais pas. C'est quoi le pourcentage, en fait, pour que tu sois... C'est pas... D'une région à l'autre, ça change. Ah oui? Oui, d'une région à l'autre. Le chantier, il y a une loi qui encadre au niveau du principe, je l'ai vu. Il y a une loi qui encadre au niveau du principe, mais les pourcentages varient d'une région à l'autre et d'un pôle à l'autre. C'est pas uniforme, OK? Malheureusement. Certaines régions sont en 40. Moi, j'ai rencontré... La semaine passée, j'avais la représentante de développement économique Longueuil qui disait, regarde, nous autres, c'est 0. Tant qu'ils en font, ils ont accès à l'écosystème. La Nodière, c'est 50% de revenus autogénérés. Fait que c'est... tu parles à Louise, qui est la directrice générale du pôle à Laval, qui est dans... Leurs bureaux sont au tiers-lieu à Laval. C'est Louise. J'ai un blanc de mémoire. OK, mais c'est de Montréal. C'est quoi? Montréal, il faut que tu regardes avec PME Montréal. Dans les PME Montréal, il y a des chargés de compte en économie sociale, puis il y a une responsable qui gère le dossier, je ne me rappelle pas de son nom, pour l'ensemble de l'écosystème de PME Montréal. Ils ont tout récupéré ça, tout l'écosystème entrepreneurial, économie sociale ou pas, il y a tout dans PME Montréal maintenant. Puis en région, ce sont les pôles ou les bureaux de développement économique. Comment t'as appelé Louise 2? Du pôle d'économie sociale de Laval. Eux, ils s'appellent encore le pôle d'économie sociale de Laval. OK. OK. C'est le niveau provincial. Au niveau provincial, c'est le chantier. Le chantier d'économie sociale. Puis, au niveau provincial, c'est parce que tu as tout l'écosystème de financement avec le réseau d'investissement social, la Caisse d'économie solidaire, le Filaction. Dans les grands prêteurs, les 3 grands prêteurs, là, Investissement Québec, Fonds d'action et Desjardins, ils ont des entités spécifiques au financement en économie sociale. Fonds d'action, ça s'appelle Filaction, qui a des programmes spécifiques à l'économie sociale. Il y a Desjardins, qui a la Caisse d'économie sociale. Et Investissement Québec a des chargés de compte, je pense qu'ils sont 6, qui ne sont pas répartis partout au Québec, mais dans certaines régions, ils sont en région, puis à Montréal,
où ils font de l'économie sociale aussi au niveau de certains produits. Il y a des programmes spécifiques en tourisme, entre autres, chez Investissement Québec aussi, pour le financement de certains équipements aussi. Fait que... Bon, ça fait quelques minutes que vous écoutez la vidéo. J'espère que vous aimez ça. J'espère que ça vous en dit un petit peu plus aussi sur les échanges. C'est sûr qu'actuellement, vous ne voyez pas les visages des gens. On voulait garder ça quand même anonyme, mais vous les entendez. Vous êtes aussi en mesure de constater que les échanges, c'est pas juste le formateur qui les fait. C'est aussi entre les individus. Puis cet aspect-là, là, c'est vraiment une saveur et une couleur qu'on veut amener à ce type d'événement-là. Je vous laisse, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. À partir du moment où on s'intéresse, pas juste qu'on s'intéresse, mais qu'on commence à fouiller, ça vient d'ouvrir aussi toute la possibilité d'aller en obligation communautaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce produit-là. L'obligation communautaire, c'est un produit de financement. Je l'ai mis dans mon divers, là, mais on peut tout de suite en parler si vous voulez, où on va chercher, chaque personne devient un peu un prêteur. On a le financement participatif. Vous connaissez le sociofinancement, où les gens en échange, mais là, il y a un échange. Il y a tout le temps des privilèges. Je te donne un montant, tu me donnes un privilège. Dans le cadre d'une obligation communautaire, c'est une dette. Tu me prêtes, j'ai un chiffre là, 3 000 $ pendant 3 ans à tant de % d'intérêt. Au bout de 3 ans, je te rembourse les intérêts inclus. Puis il y a de plus en plus de projets qui commencent à être levés avec des obligations communautaires. Il y a entre autres le plus beau projet, c'est un bâtiment dans le centre-sud qui a été rénové, qui est devenu un centre communautaire complet, je ne me rappelle pas du nom, là, avec lequel il y a une épicerie, une garderie, une brasserie, qui a été financé en partie avec des obligations communautaires. C'est un produit qui aussi vient de l'écosystème pas de l'action communautaire, mais de l'économie sociale. Ce qui est intéressant en économie sociale aussi, c'est qu'il commence à avoir différents projets reliés aux universités et autres chaires de recherche qui commencent à s'intéresser au processus de design thinking et d'impact social. Parce qu'au-delà de la mission qu'on réalise, on a des impacts comme au BNL supplémentaires. Puis là, c'est aussi le discours sur la mesure d'impact. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait qu'on est capable de faire d'autres choses que juste notre mission. Puis dans bien des cas, c'est un gain dans bien des cas aussi. Fait que pour ce qui est des ratios, regarde, puis je pense que c'est plus les gestionnaires du PSAC qui vont te le dire que l'inverse. Mais je serais surpris qu'ils fassent des réductions à cause de ça. Parce que ce qu'on essaie d'encourager, c'est l'économie sociale, en général, est encouragée parce que ça crée des organisations moins dépendantes au financement public. Ça crée des organisations plus solides parce qu'ils dépendent de leurs propres revenus autogénérés. Puis souvent, c'est des organisations qui sont mieux insérées dans leur écosystème parce qu'ils répondent à des besoins. J'ai un service, je réponds à un besoin, il y a une tarification qui va avec, là, mais un n'empêche pas l'autre. Mais c'est assez spécifique là, au niveau du programme. Là. OK. C'est surtout par rapport à ce qu'ils font dans la publicité sur l'aspirateur de cerveau. Il y a ça. Pas plus que 25 %. Oui, mais affecte-les. Affecte-les, c'est ça. Tu sais, ça revient à mon premier thème, la nécessité de faire des profits. C'est ça. Et si tu n'as pas de plan d'investissement, puis si tes fonds non affectés, ils ne paraissent pas dans un fonds d'urgence ou ils sont pas... C'est là le problème. Le problème, c'est pas de générer de l'équité puis de générer des surplus. C'est ce que tu fais avec. Fait que, puis c'est là où le problème qu'on a, c'est que beaucoup de gens ont dans la perception « je peux pas faire de surplus, je vais me faire couper ». Bien, si tu ne fais pas de surplus, tu vas mourir. Parce que tu ne seras plus capable de te payer un site Internet, tu ne pourras plus changer tes chaises, tu ne pourras pas te repayer des ordinateurs dans 2 ans ou 3 ans. Fait que tu as la nécessité, puis je l'ai mis vraiment comme étant une nécessité parce que c'est souvent une question de perception, surtout de la part des conseils d'administration dans bien des cas, qu'il y ait des excédents à la fin de l'année pour être capable, après ça, de bâtir le kit de fonds d'urgence, de cash flow, de liquidité, de fonds d'investissement, puis votre budget de recherche et développement. Avez-vous des budgets de recherche et développement? Non. Pardon? Non. Non, vous devriez. Qu'est-ce que c'est quoi? Parce que c'est là où c'est en prévoyant certains montants qu'on fait des projets pour l'avenir. Parce que ça veut dire que dans 5 ans, vous êtes encore, votre offre de service, elle n'a pas été renouvelée. Puis vous n'êtes pas donné les moyens de renouveler votre offre de service, à part par des projets. Oui, mais c'est ça aussi. C'est parce que là, puis en vous écoutant tantôt, là, je me suis pris une note, là.
c'est que vous rentrez dans la gestion, on appelle ça la gestion par subvention. Oui, pas par projet, s'il vous plaît. Bien, je l'appelle la gestion par subvention vraiment parce que l'organisation avance à fur et à mesure qu'il y a de l'argent qui tombe, des programmes qui tombent, ou la gestion par programme, disons plus que par projet. Sauf que, est-ce que ça fait partie des objectifs stratégiques? Pas nécessairement. On prend l'opportunité parce qu'il y a un financement. Elle va nous amener à gauche, à droite, mais elle ne nous amène pas nécessairement où on veut aller. Puis au-delà de ça, je m'excuse, parce que nous, c'est notre gros problème, en fait, c'est ça. C'est qu'on fait beaucoup de financement au aller. On a tout. Là, on a Centraide, on a quand même choisi là, à ce niveau-là. Mais le problème avec ces subventions-là, c'est qu'il n'y a pas l'ensemble des dépenses non plus. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des méga gaps et des personnes qui sont extrêmement brûlées parce que, par exemple, la comptable qu'on a, elle a c'est le triple de son budget qui a augmenté. Elle a quelque chose comme une trentaine de demandes de subventions à regarder, en plus du développement de loi, etc. Puis, tout seul. Mais de plus en plus, il y a une façon créative. Puis, quand on le dépose, on le demande. De plus en plus, d'aller chercher un 10, 15, 20 pour les frais administratifs. Oui. Mais souvent, c'est pas dans le programme de base, il faut le demander. Certains ministères commencent à le mettre. En environnement, entre autres, je sais que en emploi, c'est pas égal à employabilité. En emploi, ils donnent 10 C'est rien, ça. C'est bien. C'est rien. Ça paye pas le loyer. C'est ça, puis souvent ils coupent aussi, ils coupent. Ouais. C'est le fourre-tout, en fait. Fait que s'ils décident de couper dans les autres comptes de GBL, ils disent, ben là, tu pigeras dans ton 10 de frais d'admin. Non, mais on s'entend que de base, les gens qui gèrent les programmes ne sont pas des gens qui ont géré des organisations. Ouais, ils oublient ce que ça coûte. Ça fait partie de la négociation. Aussi. Il faut négocier aussi. Ça, je suis content de te l'entendre dire parce que je ne l'entends pas souvent. Là. Moi, je le vois dans certains clients, mais il y a d'autres qui... Mais quand tu dis négocier, ça implique une chose qui est intéressante. Ça implique que tu connais la personne qui est de l'autre côté. Oui. Ben, non, mais je trouve ça intéressant parce que quand on dépose une demande de financement, souvent, on n'a pas fouillé pour vraiment connaître qui est décisionnel puis comment le processus se fait. Puis on n'a pas nécessairement de relationnel avec le ministère ou l'organisation qui est décisionnel. Mais c'est parce que je trouve ça super intéressant parce qu'il y a un côté humain là-dedans, dans une demande de financement public, quel que soit le niveau. Tu sais, c'est le chien qui se mord la queue, là. On manque de temps pour aller chercher de l'argent, mais on va aller chercher de l'argent pour aller chercher de l'aide. Fait que c'est à un moment donné, il faut voir aussi... je pense que, à force de travailler avec des... Je pense qu'on a besoin d'apprendre à prioriser ce qu'on a besoin aussi. Apprendre à prioriser et apprendre à déléguer. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que ça devient vraiment le secret. Et apprendre à gérer les attentes de nos CA aussi. Peut-être, même dans certains cas, d'avoir le pied un petit peu plus pesant sur... regarde, on met la pédale sur le frein par rapport aux attentes du conseil d'administration. On gère la réalité pour être capable, après ça, de s'enlever une certaine pression. Parce que sinon, c'est votre santé mentale. La semaine passée, j'ai rencontré une DG, puis j'ai dit franchement, j'ai dit, démissionne. Tu es en train de te brûler, puis ça vaut pas la peine. Tu vas faire un meilleur travail ailleurs où tu vas te sentir plus utile. Là. Ça reste aussi... c'est un bal à deux, là. Tu sais, direction générale, employé, conseil d'administration. Si la commande qui vient du conseil d'administration n'est pas réaliste, bien, ça vous ramène à un job qui va avoir des impacts sur votre santé mentale. Toutes les structures qui ont des bénévoles, tu as un impact social à travers tes bénévoles. Okay? Est-ce que tu le maximises? Est-ce que tu les formes? Est-ce que ça fait partie de ta stratégie? C'est que très souvent, dans les OBNL puis dans les coops, on oublie que les autres impacts qu'on a autour, on les maximise pas puis ils font pas partie des stratégies. Puis ils font pas partie non plus de la reddition de comptes. OK? Puis cette reddition de comptes-là, au niveau social, est super importante au niveau municipal, principalement, et régional. Moins au provincial, puis encore moins au fédéral, là. Mais quand tu es dans une démarche de financement auprès de ta ville ou de ta MRC, puis que tu as des impacts dans ta région, puis que tu es capable de faire une reddition de comptes sur tous les impacts sociaux, comme quoi tu as donné du travail, comme quoi tu as donné des expériences de bénévolat, tu as donné des premières expériences d'implication, tu as permis l'intégration, ça devient super important au niveau local. Puis ça fait partie des discours à avoir quand on va en financement. Fait que
Puis c'est là où, moi, je rentre dans les débats de mesure d'impact. Parce que les outils de mesure d'impact dont on me parle sont souvent des outils financiers. C'est pas nécessairement de quantifier que $1 versé à ma mission a rapporté tant de dollars en impact social. Moi, je suis plus de dire que, ben écoute, j'ai aidé 850 personnes à faire du bénévolat. J'ai permis à 12 jeunes d'avoir une première emploi. J'ai permis... c'est beaucoup plus ça, parce que je le vis plus communication, ma mesure d'impact, là. Je le travaille, moi, beaucoup au niveau des festivals, parce que les festivals ont de plus en plus un problème d'adhésion. Les citoyens trouvent qu'ils font du bruit, ils amènent des vidanges, de la circulation. OK, mais il y a du positif. Fait que là, on les sort, ces éléments positifs-là, avec mes clients. Puis ces éléments positifs-là, ben, en les ressortant dans les communications, puis en ressortant les projets de collaboration. Tu parles de partenariat aussi, là. C'est intéressant de sortir. Tu sais, à Trois-Rivières, j'ai assisté à... Le Festivois s'est associé avec le Musée Pop pour créer une nouvelle scène autour de la vieille prison. C'est un projet de collaboration qui a offert quelque chose de nouveau à la communauté. Donc ça rentre dans l'impact social que le Musée Pop a d'offrir son site pour faire un marché public cette année, là. Tu sais, je prends tout ce que Valérie elle a fait, a pris son musée de base, puis là, elle a dit, OK, on s'en va un deuxième step en impact social, fait qu'on intègre, on le rend disponible à la communauté, l'équipement. C'est pas juste paye ton accès puis viens à mon musée. Non, c'est disponible autrement. Fait que là, ben là, il y a des décideurs qui ont une autre oreille. Ça donne une visibilité qui est différente à l'établissement, ça donne une présence, puis ça justifie la présence aussi, puis vous autres, vous le faites bien aussi, là, la collaboration. Tu sais, Son Youth qui donne des primes quand il y a des enfants qui disparaissent, là, c'était pas dans la mission initiale, là, mais on sentait que ça donne du rayonnement. Fait que c'est beaucoup plus... Moi, je trouve que l'impact social, on a à se questionner surtout sur ce qu'on peut faire de mieux, puis aussi se questionner sur ce qu'on fait, en quoi c'est bon pour tout le monde. Puis après ça, ça se rajoute dans nos lignes de présentation de projet. « Hey, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Ah, OK, je pensais juste que vous interveniez... à tel niveau. Non. On fait juste de la recherche sur le cancer? Non. Ben écoute, on aide des parents, on aide des enfants, on fait du support à ceux qui viennent d'apprendre la nouvelle. Toutes les opérations de sensibilisation là, sont très dures à quantifier. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.